le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine ? Vous avez des idées ? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas ? Elle a osé. À nos côtés pour ce dernier épisode de la saison, notre très cher Anthony Vincent. Anthony, rebonjour, on s'est déjà dit bonjour, mais on se redit. Bonsoir. On a vraiment gardé l'un des meilleurs invités pour la fin. Pitié. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, il est cofondateur du podcast Extimité avec Douce Dibondo, journaliste mode, mais pas que, notamment chez Mademoiselle, mais pas que, et le plus stylé de mes amis, et aussi co-auteur du livre PD, dont je vous ai parlé dans l'épisode 21 de Les mains dans la pop. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous recommande chaudement d'aller l'écouter maintenant et de revenir ici. Voilà, Anthony, on va te poser quelques questions et te cuisiner aux petits oignons pour apprendre à mieux te connaître et à connaître ton travail. Est-ce que t'es OK ? Oui, ça tombe bien, j'adore les oignons. Moi aussi. Je comprends pas les gens qui mangent pas d'oignons, c'est vraiment des gens très bizarres. Dédicace aux personnes qui n'aiment pas les oignons. Alors, moi, je vais te parler d'abord d'Extimité, parce que c'est aussi comme ça qu'on s'est connus au final. Extimité, qui est un podcast que tu as cofondé avec Douce Dibondo et qui parle du coup, donc c'est le contraire d'intimité, donc c'est rendre public un peu l'intime des personnes, si je me trompe pas, c'est ça ? Exactement, c'est rendre public une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier. C'est une notion de psychanalyse et de psychiatrie qui n'a rien à voir avec une pathologie, hein, mais c'est hyper intéressant parce que parfois il y a des personnes qui, par la parole, la prise de parole publique, arrivent à surmonter des traumatismes. Des choses comme ça, quoi. Ok, et du coup, moi je me demandais, comment est-ce que tu gères le fait de parler à la fois de l'intimité des autres et de ta propre intimité ? Parce que c'est pas toujours facile de le faire en public. Effectivement, c'est assez compliqué, surtout en tant que journaliste, parce que justement, tu es amené à être le plus objectif possible, même si l'objectivité des journalistes est une fiction, une vaste fiction. Comme dirait Alice Coffin, l'objectivité, c'est la subjectivité des dominants. Et en fait, c'est assez contre-intuitif, du coup, de parler de soi, surtout à la première personne, surtout de révéler des failles. Mais c'était hyper important pour Douce Dibondo et moi-même de commencer Extimité avec des épisodes qui nous concernaient. Oui, c'est et ça. donc, le tout premier épisode, l'épisode 0, c'est celui de Douce, qui raconte sa propre vie. Et l'épisode 1, c'est le mien. Et en fait, ça a été assez cathartique de le faire. Je me souviens qu'après l'enregistrement, j'avais dormi 12 heures d'affilée. Enfin, C'était un immense soulagement, alors que je savais pas du tout que je pouvais en avoir besoin, en tout cas que ça allait me procurer autant d'apaisement. Et ça a été la même chose pour plein d'autres invités par la suite, au fil des épisodes. Et c'est un podcast natif qui est indépendant, je le rappelle, et du coup ça repose complètement sur nos épaules, donc c'était assez compliqué à porter. Et je sais pas si vous connaissez cette notion de traumatisme vicariant, mais c'est quand on... Moi non. Justement, en fait, le traumatisme vicariant, c'est ce qu'on pourrait qualifier de manière un peu familière de traumatisme par procuration. C'est quand on vous raconte une histoire qui peut être très très dure, Oui. et ben elle peut vous traumatiser par ricochet. Ouais. Même sans vouloir s'approprier le traumatisme de quelqu'un d'autre, hein, bien sûr, c'est dans une autre mesure, mais c'est quelque chose qu'on a pu ressentir au début des épisodes, parce qu'en fait, on prenait tout, on écoutait à 100% toutes les histoires, et en fait, parfois, ça nous heurtait tellement fort qu'on en vivait, qu'on ressentait une forme de souffrance, quoi. Mais par empathie. Par empathie, totalement. Mais à force, justement, on a fini par non pas se mettre à distance, mais prendre les choses avec davantage de recul. Et on s'est auto-formé à ce niveau-là de la prise de parole, parce qu'en fait, aussi, c'est un métier, je pense. Et ça, c'est carrément. qu'on a sous-estimé, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a un moment où le fait d'avoir partagé des trucs hyper intimes sur ta propre vie, comme ça, publiquement, ça t'a desservi ? Ou alors c'est plutôt quelque chose qui t'a servi, une force politique en quelque sorte, ou une force personnelle ? Alors, c'est assez ambivalent parce que, en tant que journaliste, je suis plutôt spécialisé sur la culture et la mode. Ouais. Et en fait, avec Extimité, j'ai peu à peu été identifié comme un journaliste qui parle de questions d'identité, ce que je faisais pas réellement à des fins professionnelles au départ. Enfin, en tout cas, c'était pas rémunéré. Comme, justement, Extimité, c'était bénévole, donc je cherchais pas à tirer de l'argent de ça au début. Okay. Et petit à petit, des rédactions ont commencé à m'appeler pour que je parle de questions d'identité et que j'écrive sur ces questions-là, alors que c'est pas du tout quelque chose que je faisais. Et ça m'a beaucoup servi aussi à me rendre identifiable, donc ça m'a servi professionnellement. Ouais. Mais après, personnellement, c'est une autre histoire. Un peu random, des gens qui écoutaient le podcast et surtout des mecs en fait qui voulaient après me pécho et qui se servaient de choses que j'avais racontées dans le podcast. Horrible. Pour me pécho. C'était vraiment horrible. Ah ouais. Et depuis, je fais grave attention à ce que je partage sur mon compte Instagram personnel, par exemple. Je partage beaucoup moins les podcasts auxquels je participe, surtout si ça parle d'amour et de sexualité. Et justement pour me prémunir de tout ça, quoi. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a eu des rencontres qui t'ont vraiment marqué dans Extimité, des rencontres coup de cœur Alors, franchement, je pense que tous les podcasteurs et podcasteuses disent ça, mais toutes. Ouais. Je peux pas choisir entre mes bébés. Et en fait, dernièrement, avec Douce, on a commencé à enregistrer des épisodes séparément. Et en fait, ça a fait que je découvre les épisodes en même temps que tous les auditeurs et auditrices. Et c'est assez incroyable comme expérience.
Mais sinon, vraiment, tous les épisodes, toutes les rencontres ont été hyper marquantes. Même des épisodes qui ne sont jamais sortis. Par exemple, il y a des personnes qui enregistrent avec nous et après coup se disent « Ah, finalement, je suis pas prêt ou j'assume pas ou je suis pas prête de sortir cet épisode. » Et donc, soit on l'enregistre beaucoup plus tard, soit on laissait tomber et c'est OK, enfin, il n'y a aucun problème. Mais même les épisodes qui ne sont jamais sortis m'ont beaucoup appris sur moi-même et sur le monde et c'est une expérience vraiment hyper enrichissante, quoi. Mais je crois que... Non, mais j'arriverai pas à citer une personne, quoi. Ok, non mais je ne vais pas t'obliger à citer qui que ce soit, t'inquiète pas. Et du coup, je parlais tout à l'heure de ton livre PD que tu as coécrit avec Florent Manelli, Camille Desombres, Julien Ribeiro, Ruben Tayupo. Donc il y a toi, Nanténé Traoré, Adrien Nacelli et Jacques Boilem. Je n'oublie personne. T'as oublié personne. Ok, super. C'est aux éditions Point. Et donc, c'est sur les homosexualités masculines. J'en ai un petit peu parlé dans un épisode précédent. En tout cas, moi, je m'interrogeais sur le terme PD. C'est un terme avec lequel toi, tu es à l'aise et auquel tu t'identifies ou pas? Alors, c'est ça qui est assez particulier. C'est qu'au moment où j'étais approché par Florent Manelli, qui coordonne ce collectif, j'étais assez contre l'emploi de ce terme parce que personnellement je l'utilise pas, c'est quelque chose que je vis encore comme une insulte extrêmement fort. Et quand j'entends des confrères, non, enfin quoi que en fait on est frères de pédérité quelque part, solidarité PD, mais en fait c'est un terme qui à chaque fois me chafouine, quoi. Même quand c'est des personnes concernées qui l'emploient, à chaque fois ça te crispe, ça me crispe énormément. Mais quand il m'a approché avec ce projet-là, je m'étais dit justement je vais écrire sur pourquoi est-ce que ça me crispe, pourquoi est-ce que ça pose encore question, et je pense que je suis pas tout seul dans ce cas. Et justement d'ailleurs au fil des rencontres en librairie et dans des lieux culturels, parfois des personnes viennent nous voir pour dire en fait ce titre, vous n'avez pas peur que ça vous éloigne d'une certaine audience et tout, et si on en a conscience. Donc pour revenir à ta question, effectivement je pense que tout le monde dans le collectif n'était pas forcément à l'aise. Je crois qu'il y avait aussi Jacques Boilem dans le collectif qui était un peu contre, et moi-même j'ai écrit sur ça en fait, pourquoi est-ce que c'est un terme qui me met encore mal à l'aise, pourquoi j'étais peut-être un peu contre l'emploi de ce terme en guise de titre. Mais ça je le raconte plutôt en dehors du livre lors de rencontres. Mais je pense qu'effectivement déjà rappelons les choses, ce qu'on opère en s'appelant PD alors qu'on est concerné, c'est ce qu'on appelle du retournement du stigmate. En fait, on prend une insulte et on se la réapproprie afin d'en tirer une forme de puissance, la décharger de sa force stigmatisante et la charger de puissance. C'est la même chose pour un terme comme queer, qui est une insulte au départ. Et donc, quand nous, on le fait à travers ce livre, on retourne un stigmate et on se le réapproprie. C'est hyper précieux. Et je pense qu'en fait, en écrivant, ça a été une forme de thérapie par rapport à ce terme-là pour moi. Surtout que j'y ai trouvé une forme de collectif, justement. Donc, en fait, peut-être que tout seul, PD, ça n'avait pas trop de sens pour moi, mais en tant que collectif, ça en avait beaucoup plus. Et même, il y a le texte de Camille Desombres, qui est le pseudonyme, le nouveau nom de plume de Mathieu Fouché, qui est journaliste, qui a écrit notamment sur le MeToo gay, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu lieu, un article hyper important que je vous recommande, qui a été publié sur Vice. Et bien, en fait, dans son texte pour PD, il raconte en quoi PD est peut-être un genre, à part ou à part entière. Et c'est hyper intéressant, et je pense qu'il y a de ça, en fait. Même mon texte s'ouvre sur le terme de makoumé, qu'on pourrait traduire par PD en créole. Et ben, c'est aussi quelque chose que fait Jacques Boilem en prenant le terme zemel en arabe. Et du coup, c'est hyper intéressant de se rendre compte qu'en fait, on a plein de manières de s'identifier, plein de manières aussi d'être insulté. Mais c'est cette multiplicité de parcours, elle a comme dénominateur commun le fait d'être PD, en fait. Et c'est bien plus qu'une insulte, c'est aussi toute une culture, toute une manière de s'aimer, toute une manière de faire communauté qui est hyper important. Est-ce qu'il y aurait un terme ou un mot auquel tu t'identifies plus, ou que tu aimerais justement te réapproprier au même titre que PD? On parlait d'extimité un peu plus tôt, et dès mon épisode d'extimité, je le martèle à plusieurs reprises, je crois, je dis que je suis une folle et fière de l'être, que je suis fière d'être flamboyant. Je savais que t'allais dire ça. mais effectivement, je suis une grande folle, quoi. Enfin, c'est vraiment un terme qu'on m'a beaucoup envoyé à la gueule quand j'étais plus jeune, en plus de PD et d'autres. Et folle, c'est un terme qui, quand on me l'envoyait à la gueule, et ben en fait, je le vivais pas du tout comme une insulte. Parce que c'est vrai que mais je suis grave une folle, en fait. Et est-ce qu'à un moment, tu as essayé justement de pas te comporter comme une folle, si on peut dire, pour ne pas jouer sur les stéréotypes et dire « Ah non, moi, je suis différent ». J'ai essayé, très jeune, adolescent, de me viriliser quelque part, justement parce qu'on m'insultait tout le temps de folle. Et en fait, ça marchait pas. Et c'est marrant que tu me poses cette question-là, parce que ce week-end, j'étais chez Laura Merlin et j'essayais de faire l'hétéro, juste pour rire. J'étais avec un pote et j'étais pas du tout crédible, quoi. Et comment tu fais l'hétéro, du coup?
Bah, je parlais comme ça. Mon Dieu. Ouais, je voudrais une cheville à frapper pour ma tondeuse. Enfin, c'est même pas une tondeuse d'ailleurs, c'est comment on dit, un truc pour percer des murs, une perceuse, voilà. C'est pas le vocabulaire encore. J'ai archi pas le vocabulaire. Enfin, mon pote était là, oui, on cherche une cheville chimique. Ah, une cheville physique. Non, chimique, Anthony. Je sais quoi. J'ai complètement perdu chez Leroy Merlin. Bref, je m'égare. Donc oui, ado, j'ai essayé d'être un homme viril et ça ne marchait pas parce que ce n'est pas moi et surtout c'était pas du tout épanouissant en fait. Et c'était même sclérosant. Enfin, je le vivais comme un déguisement hyper lourd à porter, hyper anxiogène, hyper délétère. Et à mesure que j'apprenais à m'aimer tel que j'étais, je trouvais aussi beaucoup plus de réconfort dans ma féminité et dans mon expression de genre en tant que telle, sans forcément chercher à m'identifier comme masculin ou féminin. Juste j'étais moi-même et en fait j'étais clairement une folle. En tout cas, c'est un terme qui m'est familier, dans lequel je me reconnais, mais je vais pas chercher à qualifier d'autres personnes de folles, mais moi, c'est un truc dans lequel je me reconnais. Et ouais, je pense que je suis autant PD que folle, mais PD, c'est pas un terme que j'emploie personnellement, mais folle, ça me met assez à l'aise pour le coup. Ça marche, très bien. Et justement, dans le livre, t'expliques que le fait d'être noir et gay, évidemment, tu es traversé par plusieurs oppressions à la fois. Est-ce que tu peux nous en parler vraiment en quelques mots et nous dire aussi pourquoi t'as décidé de parler de ton homosexualité par cet aspect-là, par cette porte-là? Je pense que j'étais beaucoup attendue aussi sur cet aspect-là, que j'étais au casting de PD pour ça aussi. Coucher une cette sélection case. hyper difficile, c'est un casting à la pop star et tout. Non, c'est pas vrai. Mais en fait, c'était hyper intéressant et important pour moi de le faire aussi parce que je pense que c'est un des angles morts des luttes contre les LGBTI-phobies, c'est qu'en fait, on les aborde souvent comme des questions qui seraient complètement aveugles aux questions raciales, alors qu'en fait, ça n'est pas le cas. Et ça fait quelques mois, même quelques années, que émergent de plus en plus de discours, notamment via les réseaux sociaux, sur les questions de fétichisation raciale, etc. Ouais. Et il y a notamment Miguel Chema qui a une page Instagram qui s'appelle Personnes racisées versus Grindr, qui est elle-même inspirée de femmes noires versus dating apps, qui était lancée par une femme afroféministe qui s'appelle Esther le bulldozer sur Twitter. Bref, tout ça pour dire que j'avais notamment écrit un article pour Tétu sur ces questions-là de racisme intracommunautaire, avec l'appui d'un sociologue qui a fait sa thèse là-dessus, qui s'appelle Damien Traoré, sur justement ces questions de pourquoi est-ce que les luttes LGBT sont souvent perçues comme blanches en Occident, alors même que c'est des identités qui existent à travers le monde, y compris depuis des siècles et des siècles, en fait, avant la colonisation. Donc, des personnes que l'Occident coderait comme queer existaient de manière totalement libre dans des civilisations asiatiques ou africaines, etc. Et même dans les actuelles Amériques. Bref, tout ça pour dire que, en fait, moi, je voulais aborder cette question-là aussi pour montrer que c'est hyper important de se rendre compte qu'on a le cul entre deux chaises et en fait, on se sent trop noir pour être queer et trop queer pour être noir et que c'est hyper lourd à porter. Et je pense qu'il n'y a pas que les personnes noires qui peuvent se reconnaître là-dedans, il y a d'autres personnes racisées qui peuvent ressentir quelque chose de similaire. Et en fait, on est assigné à une forme d'exemplarité, comme si on était représentatif de toute la classe des personnes noires, ou alors toute la classe des personnes noires et queer. Enfin, c'est hyper lourd à porter. C'est une injonction à l'exemplarité. Mais il y a aussi un autre détail que j'écris dans mon texte, c'est que, en gros, dans l'espace public, je suis d'abord perçue comme une personne noire et donc extrêmement menaçante sur le point physique d'emblée, et ensuite comme une personne queer. Et donc c'est une menace différente, c'est une menace à l'hétéropatriarcat en fait. Et en fait, les gens ils se détendent mais à moitié. Et c'est très particulier à repérer. Et ça c'est quelque chose avec lequel je joue aussi parfois, mais ouais, c'est lourd en fait. C'est de se dire que on est aussi parfois fétichisé au sein même de la communauté, on est aussi victime de racisme au sein de la communauté. Enfin, on voit clairement que le vote pour le Rassemblement national progresse parmi les personnes LGBT, surtout chez les gays. Donc voilà, c'est des questions hyper inquiétantes quand on est noir et queer, quoi. En tout cas, je vous encourage tous et toutes à aller lire PD et notamment à lire le passage d'Anthony Vincent. Alors, on va parler de trucs un peu plus personnels ou un peu plus détente. Enfin, tout à l'heure, je t'entendais parler de ton intimité et du fait que tu triais un petit peu ce que tu partageais sur tes réseaux sociaux. Et moi, je trouve que tu es assez douée en autopromo sur tes réseaux sociaux. J'aimerais bien savoir quelle est ta formule. Mais je suis archi pas douée, Audrey. Si, en tout cas plus douée que moi. Vraiment, je vais sur Instagram, genre 2 fois par jour. Enfin, comme tu l'as remarqué toi-même, je réponds hyper lentement aux DM parce que je mets un temps fou à l'ouvrir et tout. Mais en tout cas, la formule, c'est vraiment de réfléchir à qu'est-ce que ça nous procure. Et parfois, Instagram, c'est juste anxiogène pour moi et du coup, je l'ouvre pas. Et surtout, t'as un self-control.
Ouais. Mais en fait, tu te déshabitues très vite des réseaux parce que enfin non, pas forcément très vite, ça dépend des personnalités. En tout cas, dans mon cas, je me déshabitue assez vite parce que si tu l'ouvres peu souvent, t'en as de moins en moins envie. Et aussi, je le consulte plutôt sur l'ordinateur. Et du coup, c'est beaucoup moins addictif. Même chose pour TikTok. Je vais plutôt sur l'ordinateur. Waouh, je savais même pas qu'on pouvait accéder à TikTok sur l'ordi. Vraiment, toute la rédaction de Mademoiselle me charrie à ce sujet-là parce que je dis ah ouais, j'étais sur TikTok.com hier, il y avait c'est passé ça et tout. Et tout le monde me dit Anthony, on va pas sur TikTok.com, on va sur TikTok sur le téléphone. Et en gros, ça rend la chose beaucoup moins addictive, quoi. Et aussi, j'active pas de notifications sur Twitter, Instagram, TikTok parce que c'est hyper anxiogène. Enfin, ton téléphone sonne en fait, il te rappelle à l'ordre. En fait, il te dit allez, ouvre-moi. Je suis pareil, j'ai désactivé. Ouais, non, mais ça te libère tellement de temps aussi dans une journée. Et sinon, niveau auto-promo, en vrai, je poste une fois tous les 3 mois sur Instagram, donc vraiment, t'as menti. Non, moi, je trouvais que c'était pas mal. Tu fais des petites stories et tout, bien informé. Il y a aussi un truc, c'est que si je publie une story sur Instagram, c'est qu'il y a un truc à promouvoir. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que tu te dis que je suis en auto-promo, c'est que vraiment, j'y vais quand j'ai besoin de promouvoir un truc pro. Okay. Et du coup, je commence par un selfie parce que ça augmente le reach. Ouais, oh là là, c'est mon truc. Voilà, c'est des astuces, tu vois. Merci. Voilà, il faut être un petit peu cynique et jouer avec les règles du jeu. Mais bon, on ne détruit pas la maison du maître avec les outils du maître, comme dirait Audre Lorde. Donc, ce n'est pas moi qui vais détruire Instagram ni le groupe Meta, moi tout seul. Mais en tout cas, je joue avec les règles et je publie un petit selfie ou voir une vidéo. Et j'ai remarqué que quand c'est un selfie vidéo avec ta voix, il y a beaucoup plus de reach que si c'est juste une photo. Ok. Ouais. Comment ça? Attends, parle-moi. Salut les gars, salut les meufs, salut les personnes non binaires. C'est Anthony. Alors aujourd'hui, je suis en train de faire le tri dans mon dressing, c'est n'importe quoi. J'ai un nouveau bob, il est trop moche. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est mieux une vidéo déjà où on parle qu'une photo où on parle pas déjà. Ouais. Ok. Et une vidéo selfie qui bouge mais qu'on parle pas, est-ce que c'est aussi? Après ça dépend de ton audience et tout, mais moi ça marche moins bien que si je parle. C'est vrai. Et à chaque fois je suis estomaqué, quoi. Et vraiment parfois je publie des articles sur Instagram en story, donc il y a un lien, tu vois. Il y a vraiment 3 clics. Et quand je parle et je dis allez sur mon dressing Vinted s'il vous plaît, il y a 300 clics. Est-ce que c'est par rapport au contenu ou au fait que tu parles? Ça se trouve on sait pas trop, quoi. Parfois il n'y a pas de lien et du coup il y a vraiment le reach est énorme et parfois il y a pas de, je veux dire je ne pointe pas vers un lien extérieur sur ma page Vinted, il y a pas de lien, il y a quand même beaucoup de vues et donc c'est pas juste le fait que je parle de Vinted, vraiment parfois c'est des trucs random, genre moi qui fais du roller et qui en parle et bim ça explose. Ok, bon c'est bon à savoir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi je voulais parler aussi d'astrologie. Je sais que t'es pas forcément très astrologie, mais je trouve que t'es vraiment l'archétype du taureau qui reçoit bien, qui aime cuisiner, qui aime les belles choses. Est-ce que toi, tu te reconnais là-dedans? Alors oui, je suis un gros cliché de taureau. Je suis extrêmement fiable, extrêmement loyal, extrêmement posé, ancré. J'adore la bouffe, j'adore rester chez moi. Je suis extrêmement casanier. J'adore recevoir, effectivement. Et vraiment, Anthony reçoit très bien, il cuisine très bien. Oui, d'ailleurs, tu m'avais fait un carrot cake, j'en pense encore. Et tu m'avais aussi fait des gaufres salées, tu te souviens? Oui, je me souviens. Mais d'ailleurs, je vais refaire ça très vite. Donc, les mains dans la pop, vous êtes évidemment conviés chez moi. Mais effectivement, c'est ma passion dans la vie et je trouve que c'est aussi quelque chose que j'aborde dans mon texte pour PD, c'est le soin, le care. Pour moi, il passe aussi beaucoup par la réception chez soi et prendre soin par la nourriture. Et peut-être que c'est un truc de taureau aussi, je sais pas, mais en tout cas, vraiment, c'est ma manière c'est mon langage de l'amour, c'est prendre soin matériellement, genre te donner un plaid quand tu viens chez moi, te donner à manger et te demander 50 fois, est-ce que t'es sûr que tu veux pas en reprendre? Non, là, faut pas non plus être trop renforceur. C'est vraiment une mamie gâteau, j'aime trop. Mais du coup, tu crois pas forcément en l'astrologie, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans lequel tu crois, à défaut de croire en l'astrologie, une croyance? Ça peut être n'importe quoi, mais ça peut être l'amour, ça peut être... Alors, une bonne copine m'a dit un jour que tout arrive toujours en même temps. Et une autre copine m'a dit récemment, ce week-end, on courait ensemble au parc de Sceaux, et elle m'a dit je crois en la loi de l'emmerdement maximum. Et je me suis dit, en fait, c'est la même chose, mais c'est une façon pessimiste de le dire. Mais en fait, vraiment, parfois dans la vie, tout arrive en même temps et il faut l'avoir Enfin, c'est hyper abstrait ce que je dis là. Mais en gros, si vous pensez que... je vais vous donner un exemple concret. En gros, là, vendredi qui arrive, j'ai un tournage qui va se passer chez moi avec une serrurière qui va changer ma porte. Et en fait, Mademoiselle veut filmer le truc. Et en même temps, il y a France Inter qui m'a invité pour un journal. Et en même temps, il y a le réparateur pour mon four qui doit venir. Et tout ça va arriver dans l'espace de 3 heures la même journée. Et je sais pas comment je vais faire. Je sais pas non plus. Là, je suis en SOS, en panique intérieure. Mais tout arrive toujours en même temps. Et en fait, il faut partir de ce principe-là pour s'organiser un petit peu en amont et anticiper le fait que tout puisse arriver en même temps. Et c'est vraiment le seul truc qui m'empêche de tomber en mental
mental breakdown tous les jours, quoi. Ouais, mais justement, j'allais te poser la question. Je te connais bien et je sais que tu n'arrêtes pas une seule minute et que tu fais plein de choses en même temps. Et je me demandais comment est-ce que tu fais pour ne pas faire d'ulcère, contrairement à Léna Situation. Mon Dieu, Léna, je t'adore. Prends soin de toi. Alors, je pense qu'il y a... Donc, non seulement il faut penser à la loi de l'emmerdement maximum, tout arrive toujours en même temps, et du coup, essayer de s'organiser en amont pour, si jamais ça arrive, eh ben, que tu puisses t'en sortir. Mais en plus de ça, c'est hyper important d'être bien entouré et de demander de l'aide. Moi, je demande tout le temps de l'aide aux gens. Enfin, j'ai aucune fierté. Encore moins de fierté mal placée. Du coup, j'ose toujours demander de l'aide. Enfin, vraiment. Good for you. Moi, j'arrive pas, mais. Moi, les 3/4 des gens, je les exploite. Enfin, quand ils viennent chez moi, je leur donne à manger. Mais je leur dis regarde, il y a une contrepartie. Il y a une table que j'aimerais monter depuis des semaines. Oh là là. Bah zut alors. Si seulement j'avais une deuxième paire de bras pour m'aider. Vraiment, mon canapé, je l'ai monté avec 5 personnes qui étaient invitées chez moi. Et en fait, les 5 personnes ont d'abord monté mon canapé et après, je leur ai servi à manger. Ah, c'est très bien ça. Mais c'est bien ça. Mes tables, l'autre fois, si j'invitais des gens pour le goûter, ben, ils ont d'abord monté mes tables et après, on a mangé. Mais ça va, c'est cool. Il y a une contrepartie, il y a une récompense au bout. Mais je le vois même pas comme une contrepartie, c'est juste genre on s'aime donc t'as envie de m'aider parce que tu m'apprécies et moi je veux te nourrir parce que je t'apprécie et il s'avère que c'est la même journée, tant mieux, tu vois. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence heureuse. Donc voilà, vraiment ne pas hésiter à demander de l'aide et vraiment je pars toujours du principe que les gens, si il et elle vous aiment, en fait ils seront ravis de vous aider, quoi. Ouais. Et s'ils sont pas ravis, c'est que peut-être que c'est pas des bons amis. Ok, bon bah alors Anthony, j'ai pas mal de trucs à réparer chez moi. Je dois faire le tri dans mes vêtements. Ok, on va prendre rendez-vous et tu vas me ramener un petit cake au citron. Mais ouais, c'est vraiment hyper important d'oser demander de l'aide autour de soi à ses proches, mais aussi à des spécialistes de la santé mentale aussi si vous en avez besoin. Ouais. Et aussi il y a des aides financières qui peuvent vous aider si vous n'avez pas trop les moyens, donc renseignez-vous. Et si ça vous fait peur de vous renseigner aussi, demandez à des proches aussi de vous faire un résumé des aides possibles, voire planifier une session administrative. Exactement, c'est ce qu'on fait avec Anthony parce que j'ai une phobie administrative et de temps en temps on se réunit, on fait toutes nos tâches administratives ensemble et ça me motive vraiment beaucoup. Mais moi aussi, sans toi je le ferais pas non plus. Voilà. Donc ça nous co-responsabilise et voilà. Je vous recommande de le faire avec vos proches si jamais vous avez une phobie administrative. Et tu parlais de cuisine tout à l'heure et du fait d'être taureau, de bien recevoir. Est-ce que tu as un plat fétiche, un go-to pour bien recevoir tes amis? Oui, et d'ailleurs, c'est aussi ça qui m'aide, pour prendre soin de ma santé mentale, c'est de cuisiner. Et en fait, c'était vraiment ridicule parce qu'il y a une période dans ma vie où, c'est pas ridicule parce qu'en vrai, c'était cool aussi. J'ai eu beaucoup de retours positifs. C'est quand je faisais des crises d'angoisse, et je cuisinais parce que ça m'aidait à me focus sur quelque chose de sensoriel et de physique et de matériel et qui progresse physiquement devant toi. Et parce que sinon, je suis trop dans ma tête et je rumine énormément et tout. Et donc, cuisiner, ça m'aide beaucoup, c'est ma méditation à moi. Et je suis beaucoup trop hyperactif pour faire de la méditation stricto sensu ou faire du yoga ou des choses comme ça. J'arrive pas à sortir de ma tête, sauf si je fais quelque chose de très très matériel. Et du coup, c'est cuisiner ou baiser ou faire du sport. Voilà, vous savez tout. Tout simplement. Et donc, quand je reçois des gens, et quand je suis très très malade, c'est la même place et je fais des dalles de lentilles corail. Oui. C'est vraiment genre. C'est tellement bon. C'est bien spicy, c'est tellement bon, c'est hyper simple, c'est vegan en plus. Vraiment, ça réconcilie tout le monde. À vous de spicy up en fonction de vos papilles et de vos tolérances au piment et de celles de vos invités. Mais c'est vraiment un truc aussi qui me requinque quand je suis malade. Parce qu'en fait, c'est plein de fer. Et l'astuce, c'est de rajouter un trait de citron quand ça a commencé à refroidir parce que ça favorise l'absorption de vitamine C et c'est encore mieux pour votre défense immunitaire. Pardon, ma mère est prof de nutrition, parfois ça me dépasse. J'adore. Et le petit houmous à la mangue aussi que tu Ah oui, c'est très simple à faire aussi. Donc je vous filerai la recette. Un jour, je ferai une story Instagram si vous voulez. Il y a déjà une story épinglée de mes recettes. Mais oui, en fait, vous faites du houmous et vous rajoutez quelques dés de mangue surgelés qui traînent dans votre congélateur, par exemple. Si vous êtes riche, une mangue fraîche que vous achetez, mais c'est pas très écolo. Donc voilà, c'est un petit peu de sriracha et c'est vraiment délicieux, je confirme. Et donc, tu es journaliste mode, entre autres, culture, mode. Est-ce que tu as un go-to outfit pour aller en date? C'est pas du tout intéressé. Ma question n'est pas du tout intéressée. C'est une bonne question. Ce qui est assez triste, d'ailleurs, on parlait d'être une grande folle un peu plus tôt dans le podcast. Ce qui est un peu triste, c'est que justement, je me restreins beaucoup pour un premier date. Parce que j'ai toujours peur de faire peur aux gens, peur aux personnes que je rencontre. Avant même, tu édulcores tes outfits. Grave à raconter ma life, mais ouais, j'édulcore grave mes outfits. En fait. Et du coup, par exemple, je mets jamais de jean dans la vie de tous les jours, mais pour un date, je vais sortir mon jean bleu basique, un t-shirt blanc basique et des baskets blanches. Alors, je tiens à dire que c'est faux. Cette personne n'a aucun truc basique. C'est toujours des trucs. Mais oui, arrête. Non, vraiment, j'ai des vêtements que je ne mets jamais à part pour un premier date, et c'est hyper triste parce que du coup, c'est limite un déguisement. 2 personnes, je vais dire simples.
Et c'est quand que tu commences à montrer qui est Bah, Anthony? Après, j'y vais graduellement et je vois si ça bloque et tout. Après, tu sors ta cape. Poum, poum, poum. Après, Les je parle des vêtements à plumes, plumes et ouais, tout. ouais. Enfin, ouais. Après, ça devient n'importe quoi. Ça se mérite en fait un look de ma part en date. Ok, En date. Oui, ok. attends. Mais du coup, c'est un peu triste. Enfin, en vous le racontant, je me dis, mais c'est vraiment dommage, il faut que j'arrête de faire ça. Oui, il faut que tu sois toi-même dès le premier date. Mais je me souviens d'un ex qui me racontait, un ex qui a beaucoup compté pour moi, malheureusement, qui me disait j'aime pas quand tu mets ces chaussures, tu fais trop de bruit, j'aime pas quand tu mets ce manteau-là, tu t'es trop présent, Mais ça ça, se voit c'est une trop. personne Et tout. toxique, ça. Et ben à l'époque, j'en avais pas conscience. Et il me disait, t'es pas comme ça quand je t'ai rencontré. Et je me suis dit, ah ben en fait, je me suis pris à mon propre piège en fait. J'ai fait Bah semblant oui. d'être hyper basique et quand je me révèle, Alors et que ben tu c'est n'es trop. pas basique, Anthony. Tu es extraordinaire, tu es flamboyant. Stop it. C'était ma dernière question, mais peut-être que tu as un mot de la fin, quelque chose à promouvoir, une actu. Eh bien, non. J'allais vous dire de me suivre sur Instagram, sur Twitter, d'acheter PD aux éditions Point, qui est vraiment un ouvrage formidable et c'est hyper important d'aborder ces questions-là aussi de manière plurielle. Enfin, en fait, je pense qu'on est plein de personnes queer à avoir grandi en ayant l'impression d'être seul au monde et en fait, ce n'est jamais le cas. On est plein, on est plusieurs et c'est merveilleux. Et aussi, aborder ces questions-là, et ben, ça permet de se partager la charge que c'est de représenter toute une communauté. Parce qu'en fait, plus on est nombreux à s'exprimer, plus on est nombreux et nombreuses à s'exprimer, plus on va donner de la diversité aussi à ces identités-là et montrer qu'il n'y a pas une seule manière d'être queer, il n'y a pas une seule manière d'être lesbienne, bi, trans ou gay. Et c'est hyper important de montrer cette pluralité-là, de faire exploser toute forme de normativité qui peut être étouffante. Voilà. Et enfin, là c'était PD, mais j'ai hâte qu'il y ait des bouquins collectifs sur les transidentités, sur les lesbiennes, etc. Enfin, j'espère vraiment qu'il y en aura plein d'autres et que c'est le début d'une révolution queer dans les librairies. Éditeur, éditrice, si vous nous écoutez et si vous nous entendez, n'hésitez pas. Mais mon petit doigt me dit qu'un ouvrage sur les lesbiennes ne devrait pas tarder. Ah d'accord. Une exclue un peu vague, mais une exclue quand même. Ouais, bravo les lesbiennes. Bravo les lesbiennes et merci beaucoup Anthony. Merci à vous, Combis et Audrey.